pour l'instant, nous allons écouter le professeur Olivier Sidbon, qui va nous parler des essais en cours sur les nouveaux traitements. Merci beaucoup, Mélanie. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour à tous. Donc là, vous voyez, ça, non, c'est de l'autre côté. C'est le bâtiment de recherche dont parlait Marc dans son introduction. C'est le nouveau bâtiment de recherche de Bicêtre où nos chercheurs peuvent travailler vraiment dans d'excellentes conditions et on en est tous très fiers. Alors, donc moi, je vais vous parler un petit peu justement, puisqu'on parle de recherche. La recherche, ça aboutit parfois c'est juste pour expliquer les choses et c'est aussi pour essayer de développer des nouveaux médicaments. Donc je vais partager mon écran pour pouvoir commencer. Voilà. Hop, voilà. Je pense que là, vous voyez bien C'est parfait. mon écran. Alors, on va donc, comme je vous l'ai dit, la recherche, ça permet de rechercher des cibles thérapeutiques, ça permet de développer des médicaments. Et une fois que les médicaments ils ont été développés sur la paillasse, comme on dit, eh bien, on va essayer de les tester, d'abord, bien sûr, chez les animaux, puis etc. D'abord sur des cellules, chez les animaux, etc. Et puis, on finit par arriver chez l'homme. Alors, vous savez qu'il y a quatre phases d'essais thérapeutiques, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 1, en gros, hein, c'est ce qu'on fait chez des volontaires sains. C'est juste pour voir s'il y a des problèmes de tolérance. Parce que c'est sûr que un médicament qui d'emblée se montrerait avec des nombreux effets secondaires, eh bien, on n'irait pas jusqu'à le tester, bien sûr, chez des malades, même sans savoir s'il est efficace ou non. À partir du moment où il y a des problèmes de tolérance, on arrêterait immédiatement le développement, ou en tout cas, on retravaillerait en tout cas son développement. Puis après, il y a les essais de phase 2. Les essais de phase 2, c'est vraiment pour voir l'efficacité du médicament chez les malades et également pour éventuellement rechercher la dose, hein, quand on ne connaît pas la dose précise chez les malades. Puis enfin viennent des essais de phase 3. Les essais de phase 3, c'est vraiment les essais les plus importants, souvent chez un nombre beaucoup plus important de malades, qui permet donc d'amener un médicament jusqu'à son autorisation afin qu'il soit mis sur le marché et disponible. Ça prend souvent plusieurs années, mais c'est vraiment les essais vraiment les plus importants pour la mise sur le marché d'un médicament. Et enfin, il y a les essais de phase 4. Les essais de phase 4, c'est des essais sur les médicaments qui sont déjà sur le marché. Soit on va les utiliser dans d'autres indications, ou bien on va les utiliser à large échelle pour voir si de nouveaux effets secondaires, par exemple, apparaissent. Donc, c'est aussi important, les essais de phase 4, mais sur le plan scientifique, c'est sûr que c'est moins excitant qu'un essai de phase 2 ou de phase 3. Alors, on va donc discuter de ça. Ça, ce sont, comme l'a dit Marc tout à l'heure, mes liens d'intérêt également. Alors, Athénis vous a très bien expliqué les traitements actuels, l'algorithme, etc. Donc, je vais passer très vite sur mon introduction parce que c'est, en fait, son topo, il a fait une très, 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 très bonne introduction à ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, au cours des 20 dernières années, vous voyez qu'il y a de très nombreux médicaments qui ont été développés. Il y a plusieurs types de médicaments, les antagonistes d'endothéline, donc c'est ce qui est en vert, là, que vous connaissez, le bosentan, l'embrisentan, macitentan, qu'on n'a pas en France, mais qui est un médicament intéressant également. Vous avez les inhibiteurs de la PDE5, c'est le denafil, tadalafil. Vous avez un autre médicament qui est le riociguat qui s'en rapproche. Et puis, vous avez toutes les prostacyclines, qui sont des médicaments avec des voies d'administration très diverses, hein, intraveineuses, par voie sous-cutanée, par voie inhalée, qu'on n'a pas de disponible à l'heure actuelle, et également par voie orale, qui n'est également pas disponible et qui pose des petits problèmes également de tolérance. Ça, c'est juste pour vous faire un peu le panorama de ce qu'on a. Il y a eu plein d'essais thérapeutiques qui ont été faits au cours des 20 dernières années. Hein. Tous ces médicaments ont été testés dans des essais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que la recherche clinique, elle est extrêmement active dans l'HTAP. Et après avoir fait au début des années 2000 beaucoup d'essais de traitement, ce qu'on appelle en monothérapie, c'est-à-dire qu'on testait le médicament contre rien, chez des malades qui ne recevaient aucun traitement, par exemple le Bosentan, hein, que vous connaissez bien maintenant, qui est un médicament qui est générique, il a été testé au départ chez à peu près 250 patients contre placebo, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on donnait,
Soit c'était le médicament, soit c'était le placebo. C'est comme ça qu'on a démontré son efficacité. Ça, c'était typiquement les essais en monothérapie. Puis après, il y a eu les essais en bithérapie, qu'on appelle bithérapie séquentielle. C'est-à-dire qu'on rajoutait un traitement B à un traitement A. Donc, c'était des gens qui étaient déjà traités avec un premier traitement et on rajoutait un deuxième traitement ou un placebo pour voir si de rajouter un deuxième médicament au premier, on gagnait quelque chose. Puis en trithérapie, puis il y a eu des essais de traitement avec des multithérapie d'emblée. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par un, on commence par 2 médicaments. Et vous avez vu, Athénaïs vous l'a dit, maintenant, la recommandation actuelle, c'est grâce à ces essais-là qu'on a pu montrer que chez un nouveau malade, moyennement sévère, on va dire pas trop sévère, mais moyennement sévère, eh bien, on va donner d'emblée 2 médicaments et pas un seul. Sauf quand on a un doute sur des comorbidités ou quand on pense qu'il peut y avoir un problème d'intolérance. Mais vous voyez, tout ça, c'est issu de tous ces essais cliniques qui ont été réalisés au cours des 20 dernières années. Et donc, ça, c'est l'algorithme que Athénaïs vous a montré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, ça vient de la recherche clinique très active qui a eu lieu au cours des 20-25 dernières années. Alors, tous ces médicaments, ça cible un mécanisme. Parfois, vous allez voir, certaines diapos, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la complexité des diapositives, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc, tous ces médicaments, ça cible ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale. Alors, c'est quoi la dysfonction endothéliale? C'est un déséquilibre entre des substances qui sont naturellement produites par le corps, donc certaines vont dilater les vaisseaux et d'autres vont au contraire contracter les vaisseaux. Et dans l'organisme, il y a une espèce de balance comme ça entre ces deux mécanismes et généralement, la balance, elle est à l'équilibre. Et quand la balance est à l'équilibre, eh ben, tout fonctionne normalement, on n'a pas d'hypertension pulmonaire. Eh bien, dans l'hypertension pulmonaire, un des mécanismes impliqués, c'est pas le seul, mais un des mécanismes impliqués, c'est qu'il y a un déséquilibre de cette balance. Et ce déséquilibre se fait en faveur de la vasoconstriction, c'est-à-dire la contraction des vaisseaux, et non pas de la vasodilatation. Et tout ce qui va, en fait, faire contracter les vaisseaux, va aussi les faire proliférer. Et vous savez que un des problèmes de l'hypertension pulmonaire, c'est que ce n'est pas uniquement un mécanisme de vasoconstriction, vasodilatation, sinon on donnerait juste des vasodilatateurs, puis ça irait bien. C'est uniquement une altération de la paroi des vaisseaux qui s'épaissit. Et pourquoi ça s'épaissit? Parce que les cellules qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle les cellules musculaires lisses, elles vont proliférer. Elles vont proliférer, comme on voit là, sur cette représentation schématique, où normalement, une artère pulmonaire, c'est une paroi qui est toute fine, toute fine. Et puis, et au milieu, le tuyau, il est très ouvert. Eh bien, dans l'hypertension pulmonaire, ça va proliférer vers l'intérieur. Et donc, la paroi va s'épaissir et la lumière, c'est-à-dire le tuyau, il va se rétrécir. Et c'est ce rétrécissement qui va entraîner une augmentation de la pression. Prenez un tuyau, vous resserrez le tuyau, et à un moment, la pression en amont, elle va finir par augmenter, et c'est ça qui se passe. Et en amont des vaisseaux pulmonaires, il y a quoi? Il y a le cœur, et en particulier la partie droite du cœur, le ventricule droit et l'oreillette droite, et c'est comme ça qu'on s'en aperçoit. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic, en particulier qu'on suspecte le diagnostic à l'échographie cardiaque, parce qu'on va mettre une sonde d'échographie, on va voir que le ventricule droit, il est gros, et il est dilaté, et c'est comme ça qu'on suspecte l'hypertension pulmonaire. Bref, dans cette dysfonction endothéliale, donc il y a ce déséquilibre, par exemple, l'endothéline, les malades qui ont une hypertension pulmonaire, ils produisent trop d'endothéline. Qu'est-ce que ça fait l'endothéline? Ça va faire contracter les vaisseaux et ça va également les faire proliférer. Et inversement, ils ne produisent pas assez de deux autres produits qui sont le monoxyde d'azote, le NO, et puis la prostacycline. Ça, au contraire, ça fait vasodilater. Donc, si on n'en produit pas assez, vous voyez, ça va encore aggraver ce déséquilibre. Et donc, les médicaments qui sont à l'heure actuelle disponibles, ils vont agir là-dessus. Soit ils vont bloquer l'endothéline. Donc, s'ils bloquent l'endothéline, ils vont empêcher les effets néfastes de l'endothéline, c'est-à-dire que ça contracte et que ça prolifère. Et puis, on va donner ce qui manque. Donner ce qui manque, c'est par exemple de donner de la prostacycline. Quand on donne de la prostacycline, on va rétablir les effets, et parfois même au-delà, de la prostacycline qui est naturellement produite par le corps. D'accord? Et puis pour la voie du NO, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive à la manipuler avec des médicaments. Eh bien, la recherche actuelle
On continue à faire de la recherche dans ces voies-là, qui sont des voies, on va dire, classiques, hein, les voies, c'est pas old school du tout, hein, c'est vraiment les voies qui sont très importantes. Eh bien, il y a de la recherche à l'heure actuelle pour essayer d'optimiser encore ces voies thérapeutiques. Alors, si on prend par exemple la voie de l'endothéline, je vous ai dit, on va bloquer les récepteurs de l'endothéline pour empêcher l'action de l'endothéline. Donc ça, c'est le rôle du bosentan, de l'embrisentan, du macitentan. Eh bien, on s'est aperçu que peut-être que de donner des beaucoup plus fortes doses de macitentan, la dose normale de macitentan aujourd'hui, alors ça vous dit pas grand-chose, que personne n'en reçoit en France, vu que c'est pas disponible, eh bien, c'est 10 mg. Eh bien, on s'est aperçu en recherche, d'abord, que peut-être que de donner des doses plus importantes, jusqu'à 75 mg, ça permettait de mieux bloquer ces récepteurs et peut-être donc d'avoir une efficacité supérieure. Donc, vous voyez, ça, c'est un essai qui est en cours à l'heure actuelle, à la fois dans l'hypertension artérielle pulmonaire et également dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et puis, vous avez également les médicaments comme le sildenafil ou le tadalafil, hein, qui peuvent être donnés cette fois-ci par voie inhalée, le vardenafil, qui est également un médicament de cette classe thérapeutique. Et l'intérêt de la voie inhalée, c'est que ça va directement au niveau des vaisseaux pulmonaires, il y a moins d'effets secondaires systémiques, c'est-à-dire ça a moins de maux de tête, moins de rougeur, etc., parce qu'on utilise des plus faibles doses qui vont directement dans le poumon. Pareil, il y a un autre médicament qui est également un test par voie inhalée, qui est un médicament qui est proche du riociguat et qui, là encore, peut s'administrer par voie inhalée. Et puis, il y a également le développement d'une pilule combinée, macitentan et tadalafil. On met tout dans le même comprimé, ça fait un comprimé par jour. Alors ça paraît toujours, pour nous scientifiques, ça paraît toujours un peu marketing. Il semblerait quand même que pour les malades, c'est important de prendre moins de médicaments, donc moins de comprimés. Donc là, l'intérêt, c'est si on prend une pilule par jour plutôt que d'en prendre 2 ou 3. Hein, parce que si macitentan et tadalafil, ça fait au moins 3 comprimés si on prend en traitement avec ce qu'on en a disponible à l'heure actuelle. Donc là, c'est plus qu'un comprimé par jour. Donc ça va peut-être sortir, je sais pas, à mon avis, ça va pas sortir en France vu que le macitentan n'est pas disponible. En tout cas, c'est un essai qui est potentiellement intéressant. Ça améliore pas en termes d'efficacité, mais au moins la qualité de vie des malades. Et puis, vous avez d'autres médicaments qui sont en cours de test sur la voie de la prostacycline. Vous avez la ralinepag, c'est un peu comme le selexipag. Vous avez le treprostinil par voie inhalée avec un inhalateur très simple, un inhalateur de poudre sèche, un peu comme les traitements de l'asthme. Hein, pour ceux qui ont de l'asthme, c'est très simple à prendre. Et là encore, ça va directement dans le poumon, directement dans les bronches et donc directement au niveau de la vascularisation pulmonaire. Donc, c'est des développements, mais vous voyez, c'est pas des révolutions. Hein. On reste sur les voies actuelles, mais on améliore encore, on essaye d'améliorer encore les traitements qui ciblent ces voies dysfonctionnelles qui sont aujourd'hui la source, finalement, des traitements actuels. Alors, au-delà de cette dysfonction endothéliale, il y a plein d'autres cibles. Donc, je ne vais pas vous le faire tout en détail, mais il y a plein d'autres cibles. Et il n'y a pas de pénurie de médicaments potentiels. Je ne dis pas qu'ils vont marcher, tous ces médicaments-là, mais il n'y a pas de pénurie. On peut utiliser beaucoup de ces médicaments. Enfin, on peut utiliser. Non, on peut les tester. Et certains sont en cours de test, pas tous. Et en fait, ces nouvelles, au sein de toutes ces cibles potentielles thérapeutiques, l'inflammation, les facteurs de croissance, la génétique et autres, hein, la sérotonine, il y a tout ça, ce sont des cibles potentielles. Et en face de ces cibles potentielles, vous avez des médicaments dont on sait qu'ils agissent sur ces cibles. Et ces cibles, on les connaît parce que la recherche fondamentale a montré que tous ces mécanismes étaient impliqués, ou pouvaient être impliqués, dans la physiopathologie, c'est-à-dire dans les mécanismes de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il y a des nouvelles molécules, on va en reparler, par exemple, sotatercept, par exemple, le seralutinib, qui n'est pas noté ici, c'est le GB002. Mais vous avez aussi des médicaments que l'on connaît depuis très longtemps. Donc, c'est ce qu'on appelle le repositionnement de molécules existantes. Ça, c'est la traduction de l'anglais. Repositionnement. Alors, repositionnement, ça veut dire quoi? Je prends un médicament, par exemple, que beaucoup de gens connaissent, la metformine. Ouais, la metformine, c'est ici, là. La metformine, c'est quoi? C'est un traitement du diabète. Et ce traitement du diabète, on s'est aperçu qu'il avait aussi des effets
sur certains mécanismes qui sont impliqués dans l'hypertension pulmonaire. Donc, pourquoi on ne pourrait pas tester ce médicament et ça pourrait être intéressant? Il y a eu un petit essai qui a été fait, qui pour l'instant n'est pas très conclusif, mais pourquoi pas? Pareil, vous avez par exemple les médicaments, les anti-inflammatoires, hein, le rituximab, le tocilizumab. Ça, ce sont des médicaments qui sont utilisés très régulièrement en médecine. Par exemple, le tocilizumab, on en a entendu beaucoup parler pendant la crise du Covid, parce qu'on s'est aperçu que le tocilizumab, ça pouvait être un médicament très intéressant pour lutter contre l'inflammation induite par l'infection avec le Covid. Eh bien, le tocilizumab, qui est en fait un inhibiteur d'une interleukine qui s'appelle l'interleukine 6, l'interleukine 6, c'est très, 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 très fortement impliqué dans les mécanismes de l'HTAP. Eh bien, le tocilizumab, on l'a testé dans l'HTAP. Et on l'a testé et ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, ça peut paraître logique de l'utiliser, ça peut paraître évident, et quand on va chez l'homme, bah, parfois, on est déçu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent avec tout ça. Alors, vous voyez, par exemple, c'est non exhaustif, hein, cette liste d'essais cliniques, mais vous avez un certain nombre d'essais cliniques récents qui ont donné des résultats négatifs, ou bien ont des résultats positifs, mais avec des problèmes de tolérance, comme avec l'imatinib, par voie générale. Alors, vous voyez que, par exemple, hein, il y a même l'aspirine qui a été testée. Pourquoi l'aspirine? Parce que l'aspirine, c'est un médicament qui potentiellement pourrait être intéressant, parce que c'est dans la physiopathologie de l'hypertension pulmonaire, sur certains mécanismes, parce que ça agit sur certains mécanismes de l'inflammation en particulier. Eh bien, vous voyez que l'aspirine, ça a été testé, de même que la simvastatine, qui est un autre médicament proche. Vous voyez, ça n'a pas marché. On l'a testé, il y a eu 2 essais thérapeutiques complètement négatifs. Le tocilizumab, en bas, je vous en ai parlé. Vous voyez, là, pareil, tocilizumab, il y a eu un essai complètement négatif. Vous avez également, vous avez d'autres médicaments là, je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais vous voyez, il y a un certain nombre d'essais qui sont négatifs. Alors, la grande question, c'est pourquoi c'est négatif? Pourquoi c'est négatif? Peut-être parce que, d'abord, la cible, elle n'est pas forcément si évidente que ça, parce que, également, les populations sont maintenant très hétérogènes, les malades sont déjà surtraités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tester ces nouvelles cibles potentielles chez des malades qui n'ont pas d'autres traitements, parce que éthiquement, ce n'est pas raisonable. Hein, on ne va pas vous laisser sans traitement alors qu'on a des traitements. Donc, on va le faire en plus des traitements. Et en plus des traitements, bah, plus les gens ont des traitements, reçoivent déjà des traitements, plus la marche suivante, elle est plus difficile à monter. Et donc, pour démontrer des choses positives, c'est de plus en plus difficile. Donc ça, c'est une des explications aussi. Mais vous allez voir que parfois, bah, ça marche malgré le fait que les patients sont déjà traités de façon importante. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple vous voyez que la recherche est quand même très active. Alors, il y a un médicament qui est intéressant. J'ai essayé de vous résumer ça de façon assez simple et qui va agir sur la voie du TGF-bêta. Alors, pourquoi la voie du TGF-bêta, c'est important? Alors, on ne va pas retenir TGF-bêta, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la voie du TGF-bêta parce que c'est très compliqué. Alors là, c'est toujours pareil. C'est encore une histoire de balance entre des mécanismes qui vont favoriser, cette fois-ci, non pas la vasodilatation et la vasoconstriction, mais qui vont favoriser la prolifération des vaisseaux et des mécanismes qui vont au contraire l'empêcher. Et ben, dans la nature est bien fichue, on a cet équilibre, cette balance qui est à l'équilibre entre les mécanismes qui favorisent la prolifération et les mécanismes qui les bloquent la prolifération. Voilà, par exemple, BMP et BMPR2. Tiens, BMPR2, ça vous parle? Parce que BMPR2, c'est quoi? C'est quand on a une mutation d'un gène qui va cibler ce récepteur BMPR2, eh ben, on sait que ça augmente considérablement le risque d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire. Pas considérablement, mais beaucoup plus que la population générale. Donc, quand on a une mutation BMPR2, eh bien, ce récepteur BMPR2, il ne fonctionne pas bien, eh bien, quel est son rôle normal? Il empêche la prolifération. S'il ne fonctionne pas bien, on va avoir ce déséquilibre en faveur de l'autre côté, c'est-à-dire on va avoir un excès de prolifération et on sait quel est le mécanisme de l'autre côté qui va favoriser la prolifération. Et c'est ce qu'on appelle l'activine. Hein, l'activine et son récepteur qui, eux, vont au contraire favoriser la prolifération. Donc, on se dit, tiens, là,
il y a un mécanisme qui semble évident, parce qu'on sait que quand on a une anomalie génétique de ce côté-là, on sait que ça va favoriser l'hypertension artérielle pulmonaire. Eh bien, il y a des gens qui ont travaillé pour essayer de donner, par exemple, du BMP, là, pour essayer de rétablir un peu la balance de ce côté-là. Et puis, il y a une autre voie d'approche, qui est la voie qui a été développée par un laboratoire, qui a montré qu'avec le sotatercept, qui est un médicament qui, lui, va bloquer, au contraire, l'activine, eh bien, on va pouvoir rétablir cette balance en bloquant ce qui, normalement, va favoriser la prolifération. Donc, on va bloquer ce qui fait proliférer, et donc, on va rétablir la balance de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce médicament, il est intéressant, il s'administre par voie sous-cutanée, et c'est une injection toutes les 3 semaines. Vous voyez, c'est même plus un médicament à prendre tous les jours, c'est une injection toutes les 3 semaines. Une injection sous-cutanée comme on fait une injection d'héparine, par exemple. C'est vraiment quelque chose un vaccin. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors, ce médicament, il a été testé, alors c'est en anglais, mais pas grave, hein, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, c'est assez simple. Il a été testé dans un essai de phase 2 qui s'appelle Pulsar, qui a été publié par Merck dans la plus grande revue de médecine au monde, hein, qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Et ce médicament, il a été testé pendant 24 semaines chez 106 patients. Donc, une partie, vous voyez, il y en a un tiers qui recevait un placebo, un tiers qui recevait une petite dose de sotatercept et un tiers qui recevait une plus forte dose. Et ce qui est intéressant, c'est que ces patients-là, ils étaient déjà très fortement traités. Vous voyez, la majorité, ils recevaient au moins 2 médicaments et plus de 50% recevaient même 3 médicaments. Et un tiers des malades, même plus d'un tiers, recevaient également un traitement avec une prostacycline sous-cutanée, type tréprostinil, ou intraveineuse, le Vélétri, par exemple, l'époprosténol. Eh bien, malgré, vous voyez, ces traitements qui sont déjà des traitements très lourds, qui sont considérés aujourd'hui comme le traitement maximal, hein, ce que vous avez expliqué, Athénaïs, tout à l'heure, on envisage la transplantation que quand les malades reçoivent ce maximum de traitements, eh bien, vous voyez que quand on leur donne, en plus du sotatercept, toutes les 3 semaines, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va observer une réduction de ce que l'on mesure au cathétérisme cardiaque droit, et en particulier des résistances vasculaires pulmonaires. Alors, non seulement on observe une baisse des résistances pulmonaires, mais on observe également une baisse de la pression pulmonaire. Et cette baisse de résistance, elle est essentiellement due à la baisse de la pression pulmonaire. Alors, vous voyez que les malades qui reçoivent le placebo, là, eh bien, il ne se passe rien. Là, vous voyez, là, c'est quasiment plat, là, ça reste sur le 0. Là, les malades qui reçoivent la petite dose, ça baisse d'environ ce qu'on appelle 2 unités ou d'un 160 DIN. Et les malades qui reçoivent la forte dose, ça baisse de 3 unités. Donc, on a quand même l'impression que malgré un traitement très important, on arrive encore à gagner quelque chose. Et ça va se traduire également par une amélioration du test de marche, une baisse du NT-proBNP. Et donc, on a pour la première fois un 4e médicament qui va apporter quelque chose de plus par rapport à l'existant. Et donc, c'est un médicament qui est plutôt pas trop mal toléré. Et ce que l'on a observé essentiellement dans la première étude, c'est des baisses des plaquettes. C'est gérable, hein, il faut surveiller régulièrement la numération formule sanguine, c'est-à-dire que c'est juste une prise de sang que l'on fait de façon mensuelle. Une baisse des plaquettes et parfois une augmentation du taux d'hémoglobine. Hein, c'est-à-dire que les gens qui avaient d'anémie, ils n'ont plus d'anémie. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ça monte trop haut, donc il y a toute une surveillance qu'il faut faire autour de ces deux mesures extrêmement simples. Et puis dans la phase d'extension de cette étude, phase d'extension, c'est-à-dire qu'à l'issue de la phase des 24 semaines, c'est-à-dire à la phase des 6 mois, tout le monde a pu recevoir le traitement, le vrai traitement. Hein. Donc ceux qui recevaient le placebo, hop, ils se sont améliorés secondairement, et ceux qui recevaient le sotatercept depuis le début, ils ont continué de s'améliorer, ils se sont maintenus en fait. Et quand on regarde après 2 ans, par exemple, eh bien après 2 ans, on a 90% de ces patients qui étaient en classe fonctionnelle 1 ou 2. Alors, classe fonctionnelle 1 ou 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu de symptômes, pour faire simple. Peu de symptômes. Donc ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important. Et puis, deuxièmement, il y a une étude de phase 3. Alors, l'étude de phase 3, ça sert à quoi? Ça sert à demander après la mise sur le marché du médicament. Cette étude de phase 3, là, le critère de jugement, ce n'était pas les résistances pulmonaires, c'est-à-dire ce n'était pas le cathétérisme. Le critère de jugement, c'était le test de marche de 6 minutes.
puisque ce que demandent les agences de santé, c'est de montrer qu'un médicament, non seulement ça n'ameillore pas qu'un mécanisme, c'est-à-dire le KT, mais ça améliore aussi les malades. Une des façons d'améliorer, de montrer qu'on améliore les symptômes et qu'on améliore les capacités d'exercice, c'est de montrer qu'on améliore le test de marche de 6 minutes. Donc là, il y a eu quand même 300 et quelques malades inclus là dans cet essai, 323 patients. Là encore, des malades très fortement traités. Très fortement traités. Vous voyez, 61% de ces malades, ils étaient en traitement triple, trithérapie. Et 40% étaient déjà sous prostacycline, intraveineuse ou sous-cutanée. Et malgré ça, vous voyez qu'on observe un gain très significatif de test de marche, puisque les malades qui reçoivent le traitement, ils gagnent 40 mètres, alors qu'ils partent quand même déjà d'assez haut, puisqu'en moyenne, au départ, ils sont à 400 mètres. Donc vous dites 400 mètres, c'est déjà pas mal. Non, 400 mètres, on peut encore pas mal gagner. Et vous voyez qu'à la fin, ils gagnent 40 mètres, ceux-là. Alors que ceux qui reçoivent le placebo, ils gagnent rien du tout. Ils restent à zéro, ils baissent un tout petit peu, mais ils restent. Voilà, il y a une différence très, très, très significative entre les deux bras. Et quand on regarde d'autres critères, les autres critères, c'est pareil, tous s'améliorent, quasiment tous s'améliorent. Par exemple, il y a un critère qui est un critère un peu composite à la fois l'amélioration du test de marche, amélioration du NT-proBNP, amélioration de la classe fonctionnelle. Là aussi, ça s'améliore. Amélioration du KT, là aussi, ça s'améliore. On confirme ce qui avait été montré dans la première étude. Amélioration du NT-proBNP, ce que vous a parlé Athénaïs tout à l'heure, un examen biologique très important dans l'évaluation au cours du suivi. Donc tout ça est tout à fait remarquable. Et donc là, les démarches sont actuellement en cours pour qu'on ait un jour ce médicament disponible. On espère dans quelques mois pouvoir l'avoir au moins en accès précoce. Ça sera une indication sans doute assez limitée en accès précoce. Et puis après, on espère qu'il sera sur le marché allez, si je dis dans 1 an et demi, 2 ans, ça serait formidable. Alors, le médicament, on s'est aperçu, comme l'étude est un peu plus longue, là, et il y a plus de malades, qu'il y avait un nouvel effet secondaire qui était apparu. Donc, on retrouve pareil, comme dans la première étude, des thrombopénies, c'est-à-dire des baisses des plaquettes. On retrouve également l'augmentation de l'hémoglobine. C'est pas énorme, mais ça survient chez certains malades. Et puis, il y a un effet secondaire un peu nouveau qui nécessite quand même une surveillance, c'est l'apparition de télangiectasie. Alors, qu'est-ce que c'est la télangiectasie? C'est ces petits points rouges qui apparaissent, des petites taches, des petites malformations vasculaires, toutes petites, ça fait 1 ou 2 millimètres, qui apparaissent sur la peau, parfois sur les muqueuses, mais surtout sur la peau. Et c'est ce que l'on rencontre par exemple dans la sclérodermie. Certains d'entre vous sont atteints également de sclérodermie. Et bien, dans la sclérodermie, on a ces petites taches rouges qui sont généralement sur le visage, mais ça peut être également ailleurs, comme des petits points rouges qui s'effacent pas quand on appuie dessus, par exemple. Ça reste rouge. Donc, cette télangiectasie, bon, on va falloir qu'on les surveille un petit peu. Pour l'instant, ça fait quand même, maintenant, il y a des malades qui sont traités depuis 4 ans, au moins, et on n'observe pas d'aggravation, de majoration de ces petites taches vasculaires. Et il y a certains malades qui ont également des petits saignements, essentiellement des saignements de nez, et des saignements au niveau des gencives. Pour l'instant, on n'a pas observé de saignements graves avec ce médicament. Et voilà, il faut surveiller tout ça. C'est pour ça, c'est l'intérêt des études de suivi. Et puis après, des études de phase 4, quand le médicament sera sur le marché, et bien sûr des études de registre quand le médicament sera sur le marché. Autre médicament qui semblerait intéressant, mais pour l'instant c'est encore un peu prématuré, c'est les médicaments qui vont inhiber ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Alors, les facteurs de croissance, je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie, c'est très compliqué, mais vous avez certains facteurs de croissance qui s'appellent PDGF, je vous fais grâce de ce que ça veut dire. Eh bien, ce facteur de croissance, on sait que là aussi, il est impliqué dans la physiopathologie de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et on le sait depuis longtemps, et il y a même eu une première étude qui s'appelle l'étude IMPRESS. L'étude IMPRESS a attesté l'imatinib. Alors l'imatinib, c'est quoi? C'est un médicament qu'on utilise dans certains cancers, en particulier dans certaines leucémies. Eh bien, l'imatinib, c'est un médicament qui, dans certaines leucémies, ça a transformé le pronostic de certaines leucémies chroniques, de la leucémie myéloïde chronique, qui est une leucémie chronique, maladie hématologique. L'imatinib, ça a transformé le pronostic.
transformé complètement. Les malades sont quasiment guéris avec ce médicament. Et on s'est aperçu que ce médicament, il peut avoir un intérêt parce qu'il bloque le PDGF. Et en bloquant le PDGF, on s'est dit, bah, tiens, ça devrait pouvoir marcher dans l'HTAP. Donc, il y a une étude de phase 2, une étude de phase 3 qui ont été faites. L'étude de phase 3, elle était positive, hein, c'est ce que vous voyez ici, avec l'augmentation du test de marche, avec l'imatinib par rapport au placebo. Malheureusement, il y avait beaucoup d'effets secondaires et vous aviez un tiers des malades qui ont arrêté l'étude à cause des effets secondaires, hein, parce que des œdèmes, il y a même eu des saignements, il y a eu... Bon, donc c'était le développement du médicament, en tout cas administré par voie orale, donc par voie générale avec des très fortes doses, a été interrompu à cause de ces effets secondaires, mais l'étude était positive. Donc là, vous voyez, on a sûrement un médicament très intéressant pour traiter l'HTAP. Donc, il y a eu des gens qui ont réfléchi en se disant comment on pourrait faire en sorte de donner ce médicament sans que ça soit trop toxique. Eh bien, il y a des gens qui ont développé donc ce médicament, le même ou un médicament très proche, non plus administré en comprimé avec des fortes doses, mais l'administrer par voie inhalée pour qu'il aille directement dans les poumons et ainsi pouvoir utiliser des doses beaucoup plus faibles que ce qu'on utilise par voie générale et donc réduire, si possible, la survenue d'effets secondaires. Et donc, il y a un autre médicament qui s'appelle le seralutinib, qui est très proche de l'imatinib, qui est un peu plus avancé dans sa phase d'étude. Et le seralutinib, il a été testé dans un essai de phase 2. Donc, le seralutinib, c'est quoi? C'est comme l'imatinib, c'est un médicament qui bloque le PDGF, donc qui bloque la croissance des cellules. Donc, c'est un antifacteur de croissance. Eh bien, ce médicament qui a été testé par voie inhalée, donc c'est 2 inhalations par jour. C'est très simple, là encore, c'est de la poudre qu'on met qui est dans une gélule, qu'on met dans un petit appareil, on perce, on inhale. C'est exactement comme le traitement de l'asthme, enfin, en tout cas certains modes d'administration de traitement de l'asthme ou de la bronchite chronique. Eh bien, ce médicament a été testé et là encore, le seralutinib inhalé, ça améliore le KT, ça améliore les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, c'est un premier essai qui a été fait. L'essai s'appelle TORREY. Et il y a eu 40 et quelques malades dans chaque groupe. Et là, vous voyez encore, les malades qui reçoivent le placebo, leur résistance pulmonaire, parce que l'on mesure, c'est une mesure un peu générale de ce que l'on fait au KT, eh bien, là, ça s'aggrave, ça augmente, alors que cela, ça diminue avec le traitement actif. Donc, c'est une piste intéressante. Et donc, là, pour l'instant, il va y avoir un essai de phase 3 qui va démarrer, donc c'est-à-dire avec le test de marche comme le critère principal de jugement, plusieurs centaines de malades mis dans l'essai, un essai international qui devrait démarrer, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Donc, c'est encore une fois, un traitement inhalé. Et puis, il y a l'imatinib dont on sait que ça marche, hein, quand on le donne par voie générale, et quand on donne des doses qui sont beaucoup moins importantes, par voie inhalée. Donc là aussi, il y a un essai qui est actuellement en cours, qui est un essai que nous, on réalise à Bicêtre avec l'imatinib inhalé. Pour l'instant, on a inclus 2 patients, mais on ne désespère pas pouvoir en inclure d'autres. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Impossible de vous dire si ça marche ou pas, hein. C'est beaucoup trop précoce pour savoir si c'est efficace ou pas. Mais on a un rationnel, on a sur le plan de mécanisme, et puis on a l'expérience déjà du traitement par voie orale. Alors ça, c'est pour rester sur le seralutinib, c'est juste pour vous montrer qu'un autre critère qui était la baisse du NT-proBNP, donc là encore, vous voyez, le vert, là, le traitement actif, ça baisse, le NT-proBNP, avec le placebo, ça augmente. Donc là encore, on a un effet bénéfique. Enfin, le dernier médicament qui nous semble peut-être intéressant, c'est un médicament par voie orale, cette fois-ci, qui va bloquer la production de sérotonine. Pourquoi c'est important? La sérotonine, c'est une molécule qui est très fortement impliquée dans la physiopathologie, dans les mécanismes de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a eu des essais avec des médicaments qui manipulaient cette voie, mais plutôt qui bloquaient les récepteurs ou d'autres mécanismes de manipulation de la sérotonine. Et là, cette fois-ci, c'est un médicament qui va bloquer la production, mais la production au niveau périphérique, en particulier au niveau pulmonaire. Or, la sérotonine, ça a beaucoup d'intérêt. C'est très utile, hein, comme médicament. Et en particulier, ça agit également dans le cerveau. Ça maintient aussi
plein de mécanismes très, très compliqués au niveau cérébral et en particulier au niveau de l'humeur. L'humeur, c'est pas je suis content, pas content, hein. L'humeur, c'est ce qui va régir l'équilibre entre la dépression et d'autres mécanismes au niveau du cortex cérébral. Eh bien, ce médicament, le Rodatrista, en fait, ça bloque la production de sérotonine, mais pas au niveau du cerveau. Ça bloque la production de sérotonine au niveau périphérique. Donc, on n'a pas le risque potentiel de problèmes, de problèmes psychologiques ou psychiatriques ou d'insomnie ou des choses comme ça qui pourraient être induites par un blocage au niveau cérébral. Donc là, l'essai, il est terminé, hein, l'essai Elevate 2, qui était un essai donc c'est un médicament en comprimé. Donc c'est très simple à prendre. On n'a pas observé d'effets secondaires très évidents. Maintenant, sur l'efficacité, je ne sais pas, on saura ça normalement cet été, donc on pourra vous donner des informations concernant ce médicament, je pense, en août ou septembre, plutôt au mois de septembre. Donc voilà, ça c'est ma dernière diapo pour vous dire, vous voyez que les mécanismes, c'est très compliqué, il y a plein de voies possibles. Donc là, voilà, c'était juste pour vous illustrer ça, que c'est plus complexe que ce que l'on imagine. Il y a la dysfonction endothéliale que l'on connaît, c'est cette balance entre le vasoconstriction, vasodilatation, mais là maintenant on a d'autres mécanismes qui agissent sur les mécanismes peut-être plus intimes de la maladie, hein, sur la prolifération des vaisseaux, et on a montré que le sotatercept, hein, en particulier, c'était déjà bien avancé et ça permettait quand même d'améliorer beaucoup les malades alors qu'ils recevaient déjà beaucoup de traitements. Et on espère qu'avec d'autres médicaments, peut-être par voie inhalée, hein, qui semble une voie peut-être intéressante, ou par voie orale, on aura d'autres possibilités thérapeutiques dans l'avenir. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Il faudra qu'on positionne mieux ces médicaments dans l'algorithme. Parce que c'est sûr que le prochain algorithme, on ne va pas pouvoir se passer de certains de ces médicaments, et au moins déjà dans un premier temps du sotatercept, et savoir où le mettre, parce que pour l'instant, voilà, est-ce qu'on le met en plus de 3, est-ce qu'on le met en plus de 2 médicaments, est-ce que voilà, il va falloir qu'on adapte un petit peu tout ça en fonction des résultats des essais et également de la pratique qu'on peut avoir. Voilà, j'ai essayé de faire synthétique, j'espère que c'était pas trop difficile, et je vous remercie pour votre attention. Et on va pouvoir discuter maintenant, Mélanie. Merci beaucoup, Olivier.